Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du package Polars pour Python. Vous avez la page de la documentation qui est là, hein. Bien, elle est là. Sinon, la page web principale, voilà l'URL, c'est là. Très bien, très bien. Mais je reviens plutôt à la documentation qui me paraît plus, mais c'est la même chose, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un package, en fait, qui permet de manipuler des data frames, des données tabulaires. Et il se présente comme une alternative à Panda en étant nettement plus efficace. C'est ce que dit la doc, hein. Voilà, c'est ce que j'ai vu ici, hein. Donc moi j'ai lu la doc en détail, encore une fois, hein, comme à chaque fois que je le fais. Très bien. Et il y a une partie qui m'intéresse. Alors ça a été développé en Rust, hein, c'est bien écrit là, hein. Voilà, très bien. C'est bien précisé ici. Bon, pourquoi pas, hein, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'il y a une partie là qui m'intéresse. Voilà, sur les performances. Toute cette partie sur les performances là, ça me paraît vraiment, voilà, ça attire mon attention, hein. Tout le monde connaît mon appétence pour la performance. On est des informaticiens aussi, un data scientist et aussi un informaticien. C'est pas essentiellement un informaticien, mais il doit avoir d'excellentes capacités en informatique. Ça, c'est important. Très bien. Alors, bon, il dit que les fonctions sont plus user-friendly que Panda, plus intuitives, très bien, pourquoi pas. Voilà, mais bon, à la limite, ça, qu'est-ce qui est user-friendly ou pas, ça, c'est une chose. Moi, je préfère m'en tenir à des éléments purement objectifs, et les performances, ça, c'est un critère qui est purement objectif. Voilà. Donc j'ai décidé de regarder ça un peu en détail. Et c'est vrai que j'en avais entendu parler, il y a des gens qui en parlent et tout ça, mais à chaque fois, c'est des posts très courts en disant, ah oui, pour là, c'est sympa, c'est génial et tout. Ça, voilà, ça permet ici, ça permet. Mais après, ils développent pas. Donc quand on développe pas, bon, on regarde pas. Bien sûr, hein, moi, quand quelqu'un me parle de quelque chose comme ça, vite fait, à la va-vite, sans développer, bah, je regarde vite fait aussi, hein. Si le discours est vite fait, bah, l'attention de la personne est vite fait également. Très bien. Donc, du coup, j'ai pas regardé en profondeur. Alors là, récemment, j'ai regardé en profondeur. Pourquoi? Parce que il y a un de mes étudiants, un de mes anciens étudiants, merci Alexandre, je le salue, m'a parlé de Firedux. Voilà. Il m'a dit, ça peut être intéressant, effectivement, Firedux. Donc, j'ai regardé Firedux, hein. Tiens, un étudiant m'en parle, je regarde, moi. Très bien. J'ai regardé, il dit qu'il est pareil, hein, c'est une alternative à Panda, on le voit ici. Et ils disent que c'est extrêmement performant. Moi, je veux bien, hein. Donc, j'ai regardé les benchmarks. Voilà, ils en parlent ici, les performances. Donc, les plus rapides, c'est Firedux, selon les promoteurs de Firedux, hein. Voilà. Ensuite, DuckDB, c'est un peu différent. Voilà. Et je vois Polars ici. OK. Donc, ça avait tiré mon attention. Alors, mon idée initiale était de tester Firedux, mais en fait, Firedux ne marche que sur Linux. Il marche pas sous Windows. Voilà. Alors en soi, ça me dérange pas plus que ça, mais à l'université, on travaille que sous Windows. Les machines de l'université, de notre salle, dans tous les cas, elle est que sous Windows. Très bien. Donc je peux pas aiguiller mes étudiants sur un package qu'ils peuvent pas utiliser. C'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que je me suis rabattu, si je puis dire, hein, sur Polars. Voilà. J'ai voulu voir ce qu'il en était réellement de ce fameux Polars dont j'en avais entendu parler, mais jusqu'à présent, ça me passait au-dessus de la tête parce que les personnes qui en parlaient pas de manière détaillée, vite fait, si vous voulez. Ok. Donc j'ai regardé ici, voilà, j'ai lu la doc qu'elle a, surtout ici en réalité, j'ai regardé en détail. Et ensuite j'ai regardé la version, la dernière version date du 3 janvier 2025, donc c'est très récent, hein, la 1.19.0. Et j'ai regardé les versions de Python qui sont compatibles, 3.12. Donc dans ce cadre-là, j'ai créé un environnement. Il n'est pas, j'utilise Anaconda, hein, la distribution Anaconda, il n'est pas dans l'environnement base. Donc, du coup, j'ai créé un environnement spécifique, et dans cet environnement spécifique-là, j'ai installé Panda et j'ai installé Polars. Alors, j'ai un peu regardé Polars quand même, hein. J'ai regardé comme d'habitude, hein, comme je le fais habituellement. Il y a des gens qui en parlent, effectivement, j'en ai trouvé sur YouTube, hein, voilà. Bon, en français, j'ai eu du mal à en trouver. Mais en anglais, oui, il y en a pas mal, hein. Donc j'ai regardé en détail ces différentes vidéos-là. J'ai vu voilà, il y a des personnes qui en parlent, il y a des personnes qui en parlent ici. Ok, j'ai regardé en détail et je me suis dit, ah bah tiens, ça intéresse. Donc j'ai décidé de faire une vidéo en parlant de Polars. Sauf que il faut un cadre pour comparer les choses. Et je me suis rappelé que il y a pas longtemps, j'avais fait une comparaison de R et Python, c'est le genre de truc qui énerve tout le monde, on est bien d'accord là-dessus. Ça date de 2019, 4 février 2019. Très bien. Mais en réalité, c'est pas une comparaison de R et Python. C'est une comparaison des packages de R et Python qui manipulent les data frames. C'est plus comme ça qu'il fallait le voir. Donc, dans ce cadre-là, j'avais récupéré la base KTD Cube 99, hein,
qui est très connu, et je l'ai dupliqué. Je l'ai dupliqué en 2 fois. Du coup, j'ai un fichier avec 42 variables et 9 millions d'observations. Et dans ce tuto-ci, j'avais fait une comparaison de R et Python, mais en fait des packages de R et Python. Donc les principaux packages que j'ai utilisés, c'était, moi je vais y aller directement au bilan, hein, c'est plus intéressant. Voilà, j'utilisais R de base. Ensuite, dans R, j'utilisais donc DataTable, qui est extrêmement performant, mais vraiment. Ensuite, j'ai utilisé le reader du Tidyverse, si vous voulez. Et pour vérifier, pour évaluer les performances de ces outils-là, j'ai utilisé Panda. Hein. Donc ça date de février 2019. On est bien d'accord là-dessus, hein. Très bien. Et ça date aussi de ma machine de l'époque. Hein, voilà. OK. Donc, à l'occasion de ce tutoriel-ci, j'avais vu, hein, de toute manière, tout le code est en ligne. Hein. Tout le code est en ligne. Voilà. Les programmes, les données, tous ces éléments-là sont en ligne. Donc, tout le monde peut reproduire ce que je dis. Ça, c'est très important, hein, parce que je vois tout de suite en disant, mais moi, j'ai pas eu les mêmes résultats. Moi, c'est plus rapide ci, moi, c'est plus rapide ça. OK. Montre-nous ton code source. Et c'est là seulement qu'on discute. Tant que tu montes pas ton code source, je discute même pas, c'est du temps perdu. Très bien. Alors moi, du coup, hein, vous avez le code qui est là, très bien, et là, vous avez les données qui sont là. Donc tout le monde peut récupérer et reproduire. Et dans ce cadre-là, j'avais vu hein, que DataTable était très, très, très performant. Réellement, réellement. Très bien. Alors du coup, je me suis dit, mais dans ce tuto-là, j'avais fait différents tests, des moyennes conditionnelles, tout ça, des filtres, voilà, des calculs, des croisements, ainsi de suite. Donc j'ai repris le même cadre, voilà, et j'ai repris exactement la même trame, si vous voulez. Et dans ce cadre-là, je vais comparer Polars, voilà, avec Panda. C'est ça l'idée. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est ça l'idée. Une fois que ce petit préambule-là est fait, je vais montrer donc les données. Ils sont là. Voilà le fichier, hein, donc je le mettrai en ligne, le fichier. Hein. Il fait quand même, quand il est dézippé, si vous voulez, je l'ai zippé au maximum avec cette Z. Voilà, vraiment au maximum du maximum. Hein. Ça prend un certain temps de le zipper avec, voilà, très bien. Mais quand il est dézippé, c'est un fichier CSV en réalité qui fait 1,5 giga à peu près, avec 9 millions d'observations et 42 descripteurs. Très bien. Et ce que je mettrai en ligne également, c'est ici également, c'est le fichier YAML avec l'environnement. Donc c'est bien Python, il est où Python là? Voilà, voilà, voilà. Python 3.12.8 que j'ai utilisé. Ensuite, j'ai Panda 2.2.3 et enfin, j'ai Polars 1.19.0. Ok. Allons-y alors. Allons-y. En fait, j'ai déjà lancé parce que ça prend des calculs prennent du temps et c'est un peu fastidieux en réalité, donc c'est pas très intéressant. Donc ce notebook-là, IPNB, je le mettrai en ligne et son expression sous forme de HTML, je le mettrai en ligne également. Très bien. Comme ça, tout le monde peut voir les résultats que moi j'ai obtenus et comme ils ont le notebook, ils pourront reproduire les calculs. Donc, ici, hein, donc le noyau là, bien sûr, c'est l'environnement Polars. Hein. On est d'accord là-dessus, mais je vais pas le lancer là en fait. Hein. Très bien. Et donc, j'ai vérifié les deux versions. Ensuite, je charge les données. Et pour mesurer les temps de traitement, j'ai utilisé la fonction magique, si vous voulez, l'instruction magique time. Hein. Double pourcent time. Très bien. Du coup, j'ai deux temps de calcul. J'ai le temps CPU et le temps total entre le début et la fin, hein, incluant le print. Donc, hein, très bien, ou le display ici en l'occurrence, c'est la même chose qu'un print, peu de choses près. Ok. Alors avec Panda, comme il est pas parallélisé, ben, les deux valeurs sont cohérentes et en fait le CPU time est toujours inférieur au wall time qui inclut des éléments supplémentaires. Hein, très bien, parce qu'il n'est pas parallélisé. En revanche, comme Polars est parallélisé, très bien. Bah, du coup, souvent, le CPU time sera plus grand que le wall time. Pourquoi? Parce que les calculs sont dispatchés sur plusieurs cœurs de de mon processeur. C'est juste ça. Comme j'ai 8 cœurs sur mon processeur, voilà, il dispatche les calculs sur plusieurs cœurs. Du coup, le temps d'utilisation des CPU, voilà, comme il les somme, il fait une somme à la fin, vous voulez, est plus élevé que le temps total, c'est le temps, en fait, le temps entre quand j'ai lancé la commande et quand j'ai obtenu le résultat. Et c'est ça qui compte pour nous. C'est le wall time qui compte pour nous. C'est ça qui est intéressant pour nous. Hein. C'est combien de temps je patiente devant mon notebook pour avoir le résultat.
Et alors, il y a toujours des personnes qui vous disent que le temps de calcul n'est pas important. Voilà. Mais parce que on lance une fois et on a le résultat, donc c'est bon. Mais en réalité, c'est pas vrai du tout, ça. C'est pas vrai du tout parce que, en réalité, on trouve pas le meilleur modèle tout de suite. Ça n'existe. Personne ne fait ça. Hein. J'ai défini tous les paramètres et boum, boum, je lance et ça marche. Ça marche jamais comme ça. En réalité, ce qui se passe, c'est que on a besoin de faire des essais, répéter, ainsi de suite, reconfigurer, repréparer les variables, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça prend beaucoup de temps. Et plus le temps de calcul est lent, et moins on fait d'essais, moins on fait d'exploratoire, en fait. Et du coup, moins on a les solutions les plus efficaces. Donc, à chaque opération que j'ai fait, j'ai mesuré toujours, ici avec Panda, avec Panda, j'ai mesuré le wall time et l'upset time, si vous voulez. Et avec Polars, le wall time également. Et là, on voit bien, hein, comme le CPU time est largement plus élevé que le wall time, ça veut dire qu'il fait bien du multiprocessing. Hein. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Il réalise les calculs en utilisant les cœurs disponibles sur la machine. Du coup, le temps total est nettement plus réduit. Donc, il y a des filtrages, voilà, mais ça, la trame, elle est là. Hein. Vous regarderez tout simplement. Hein. La trame, elle est exactement ici. La trame est ici. Et du coup, je vais essayer de reproduire ce tableau-là, hein, avec les différentes opérations. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hein. Donc, je regarde là, mais là, vous avez tout le code, encore une fois. Hein. Moi, je ne dis rien, je ne mets jamais rien en ligne, je parle jamais de quelque chose si je donne pas à disposition tout le code et tout le matériel qui permet de reproduire l'expérimentation. Voilà. Très bien. Donc, là, c'est avec Panda. Là, c'est avec Polars. Là également, filtrage de moyenne avec Panda. Là, avec Polars. Et ainsi de suite. Hein. Donc, je ne vais pas détailler là-dessus. Hein. Tout simplement, on va voir le résultat. Et le résultat est assez édifiant quand même. Donc là, j'ai mis les temps, le wall time en millisecondes. Et waouh, là, je reconnais que Polar, c'est particulièrement performant, en tout cas par rapport à Panda. Alors, ce qui serait intéressant peut-être, hein, c'est de comparer Polars avec ta table de R. Ça serait intéressant, ça. Mais bon, on a tout le matériel pour le faire. Hein. Bon, je laisserai les autres personnes le faire, mais bon, c'est tout à fait possible. Regardez, pour le chargement de données, bah, le ratio est phénoménal. Pour le filtrage, pour les moyennes sur les variables numériques, pour les filtres plus moyennes également. Le seul endroit où il y a un petit doute, c'est quand on fait les tris. Là, pour le coup, Polar, c'est moins bien comporté que Panda. J'ai essayé plusieurs fois. Hein. Là, c'est un seul essai. En fait, j'ai tout redémarré ma machine, j'ai tout est nickel. Voilà, j'ai tout éteint et j'ai lancé le notebook pour avoir les wall time. Mais là, pour le coup, pour le tri, bah, apparemment, Panda est plus rapide. Voilà, tri sur une variable. Hein. Je trie le data frame entrée sur une variable. Voilà. Ensuite, j'ai fait un compte pour faire un bar plot. Voilà, bah, c'est plus rapide et tout ça. Là également, c'est les moyennes conditionnelles avec un groupe by. Là, bah, là, pour le coup, Panda également, c'est mieux comporté que Polar. C'est les deux endroits, en fait. Là, le tri sur une variable et là, moyenne conditionnelle avec un groupe by. En revanche, quand j'ai fait une moyenne conditionnelle avec un pivot table, voilà, là, de nouveau, Polar, c'est meilleur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la différence de code est minime. Vous avez vu, hein, par là, si je prends par exemple les groupes by, voilà, les différences sont extrêmement minimes dans les instructions. Donc le passage de Panda à Polars, en réalité, le coût est négligeable. Le coût est négligeable. Donc c'est une piste très intéressante, je confirme ce qui est dit par ailleurs, mais là, cette fois-ci, on a le code, on a tout le matériel pour pouvoir refaire l'expérimentation pour dire que je confirme effectivement l'idée que Polars est particulièrement performant, notamment parce qu'il a cette capacité à paralléliser ses calculs. Mais il y a d'autres aspects également qui sont expliqués ici. Et il sait utiliser le GPU. Alors moi, bon, ma machine, j'ai pas de GPU, hein, mais ceux qui ont le GPU, bah, c'est une possibilité également. Voilà, à voir. Donc, dans vos projets là où vous manipulez des grands ensembles de données, bah, regardez du côté de Polars. Ça peut être une bonne idée. Excellent travail à tous.